F1 classique, aujourd'hui nous allons vous parler du quintuple champion du monde argentin Juan Manuel Fangio, un pilote exceptionnel, un pilote de légende, un pilote qui a personnifié la course automobile pendant tant d'années, bien avant Schumacher, bien avant Senna, on parlait de Fangio. Pierre, je crois que toi tu l'as bien connu. Alors, bon, je suis né dans les années 50, mais quand même, j'ai pas été sur les grands prix dans les années 50, mon cher Ziv. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais je l'ai rencontré, je l'ai croisé. Bon, c'était un personnage impressionnant, évidemment, hein, mais aussi quelqu'un, finalement, d'assez humble, assez réservé. Bon, il parlait que espagnol ou italien, donc c'était pas toujours évident. Mais il a bien vieilli et il avait une vision sur les choses de la course, hein, il avait des valeurs, quoi. Et par exemple, il était très proche ou très admiratif de Ayrton Senna à l'époque. Il y avait un courant qui passait entre eux. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Et Ayrton le lui rendait bien, il avait une admiration sans borne pour Juan Manuel Fangio. Alors c'est vrai que dans cette série F1i classique TV, on a fait les triples champions du monde et puis le quadruple champion du monde. Là, on va faire le quintuple avant d'attaquer évidemment la montagne Schumacher qu'on fera en plusieurs fois. Fangio, c'est 5 titres mondiaux dans les années 50 et c'est le premier pilote qui domine son époque, mais vraiment de façon impressionnante, et une époque qui est quand même très différente de ce qu'on a vécu par la suite. La caractéristique de la carrière de Fangio aussi, Ziv, c'est que il gagne 5 titres mondiaux, mais il change de team, il est opportuniste, il va dans les bonnes équipes, et c'est ce qui bâtit son palmarès aussi, puisqu'il court, hein, il a les 2 titres avec Mercedes, même si le premier, il le partage quand même un peu avec Maserati. Il a un titre en Alfa, il a un titre en Maserati, et un titre en, j'oublie la dernière, avec la Lancia Ferrari, bien sûr, la Ferrari D50. Et voilà, ça c'est aussi caractéristique de sa carrière, parce qu'à l'époque, les pilotes étaient quand même relativement fidèles à leur employeur. Oui, déjà lui, bon, il est arrivé fort tard en Formule 1, il a eu son premier titre à 40 ans, donc c'était quelqu'un qui avait une certaine maturité, il avait, c'est vrai, le sens de ce qu'il fallait faire au niveau politique, au niveau de ses choix d'écurie. Il est très, très vite devenu une légende, il était demandé, donc quand un team voulait gagner, il voulait s'approprier ses services, et il savait également aussi fédérer l'équipe autour de lui. Il a été un des précurseurs à ce propos. Il a été respecté et admiré par ses pairs aussi, hein. Alors tu dis, c'est un homme d'âge mûr, c'est vrai, mais à l'époque c'est valable pour quasiment tous les pilotes. D'abord parce qu'il y avait eu la guerre, hein, le premier champion du monde en 50, Farina, il avait 44 ans. Ah oui, aussi, oui, oui. Même s'il était moins vite intrinsèquement que Fangio, c'est quand même lui qui remporte le premier titre, Fangio en 51. Et par la suite, bon, il y a des jeunes pilotes qui arrivent, hein, fameusement Stirling Moss, équipier de Fangio chez Mercedes, mais bon, voilà, Fangio le domine quand même assez clairement. Je me souviens d'une réflexion de José Froilán González, l'autre argentin, hein, le fameux Toro da Pampa, comme on l'appelait, hein. On a cette fameuse photo de Bernard Caillé, là, on les voit tous les deux. Plutôt celui qui gagnait le premier Grand Prix de Ferrari, oui. Dans la légende à cause de ça, González. Le premier Grand Prix de Ferrari en 51. González disait, c'est vrai que dans un bon jour, je pouvais battre Fangio, mais à la régulière, voilà, sur l'ensemble d'une saison, il était le maestro, quoi. Voilà. C'est vrai, et ils le disent tous, hein, même Stirling Moss, il disait qu'en Formule 1, parce qu'à l'époque il roulait beaucoup en sport proto, il faisait 36 000 catégories différentes, en Formule 1, Fangio était vraiment le meilleur de tous les temps, il était incroyable, tous ses adversaires le disent, et en plus il roulait un peu, par après on a comparé, c'est un peu comme Prost, c'est-à-dire qu'il avait inventé le concept de gagner avec la plus petite marge nécessaire, sans prendre des risques inutiles. En tout cas, en faisant le moins d'efforts nécessaires, même s'il y en avait beaucoup à faire à l'époque, parce qu'on peut évoquer quelques anecdotes, hein. Alors tu parles de Moss à l'époque Mercedes, c'est vrai que les Mercedes ont dominé pendant 2 saisons, hein, de façon vraiment hégémonique, outrageuse presque, avec un avantage technologique, avec une fiabilité exceptionnelle, hein, on va y revenir. Mais il y a une victoire qui échappe, sur les 9 victoires de Mercedes en 12 Grands Prix, je crois, à l'époque, il y a une victoire qui échappe à Fangio, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne à Aintree en 1955, et c'est Moss qui gagne. Mais Moss lui-même, encore aujourd'hui,
puisqu'il est toujours vivant, Sir Sterling, encore aujourd'hui, dit « Je ne sais pas si Fangio m'a laissé gagner. Il était assez chevaleresque, Fangio, et c'est vrai que pour Mercedes en Angleterre, avoir un pilote anglais qui gagne, c'était pas mal vu. On sait que quand même les Allemands et Mercedes, on est en 55, on est 10 ans après la guerre, hein, en Angleterre ça passait pas très bien. Donc avoir un pilote anglais et a fortiori une victoire à domicile de Moss, c'était très populaire. Est-ce que Fangio l'a laissé gagner? C'est une autre histoire, mais là où il est chevaleresque, Fangio, c'est qu'il n'a jamais évoqué le sujet. Il a toujours dit non, non, ce jour-là, Moss était plus fort que moi, etc. Même s'il termine juste derrière. Mais c'est ce qui a bâti sa légende, entre autres. Donc il avait un coup de volant extraordinaire, mais il avait une élégance, c'était un gentleman. Et à l'époque, bon, c'était une période chevaleresque. Et c'est vrai que apparemment, il aurait donné cette victoire à Moss pour plusieurs raisons, mais il a été assez élégant pour ne jamais l'évoquer, voilà, pour pas tirer la couverture à lui. Et bon, ça nous montre un peu la différence avec les champions d'aujourd'hui. Voilà. Alors, tu parles d'élégance, parfois un peu d'opportunisme, ou en tout cas un comportement, disons, clairvoyant. Tu as une anecdote, je crois, chez Maserati, en 1953, hein, Monza, où voilà, il gagne, et c'est pas par hasard qu'il gagne ce jour-là. Oui, bon, ça c'était assez incroyable, c'est que effectivement, comment bâtir un succès, c'est d'être rapide, etc. Mais c'est aussi de fédérer une équipe autour de soi. Et lui, il avait trouvé un truc, il avait donné 10% de ses revenus à ses mécanos. Alors, qu'est-ce qui arrive à Monza en Ce qui était dans les mœurs à l'époque. Hein. Mais bon, tous les pilotes ne le faisaient pas. Et évidemment, 10% des revenus de Fangio, c'était mieux que la plupart des autres. Oui, donc d'office, il avait les mécanos pour lui. Et après, donc les séances d'essai se passent très mal. La voiture a de telles vibrations qu'elle est inconduisible. Et après, à la fin des essais, le samedi soir, il le mentionne à ses mécanos. Et les mécanos disent OK, on va s'en charger. Et puis, la course est là et il la gagne, plus de vibrations. Et puis, il s'avère que c'est son coéquipier Felice Bonetto qui, lui, a eu apparemment les dents qui lui tombaient tellement que sa voiture vibrait. Donc, il n'a jamais su ce qui avait été fait à sa voiture, mais bon, on peut comprendre que... Oui, voilà. Chez Maserati, on avait tout simplement inversé les deux voitures, switché les deux monoplaces. Alors, c'est vrai que ce statut de premier pilote, de maestro, bon, ben, on se souvient, pour rester à Monza, en 56, hein, il est chez Ferrari, avec la fameuse Lancia des 50, hein, la Lancia de l'année 55 est devenue Ferrari en 56. C'est la seule année de Fangio chez Ferrari. Bon, parce que Mercedes arrête, il va chez Ferrari, mais entre le commendateur et Fangio, c'est jamais très bien passé humainement, parce que quelque part, Fangio était trop énorme, ou Ferrari avait une trop haute opinion de ses voitures, et quelque part préférait que ce soit ses voitures qui gagnent plutôt qu'un pilote. Hein, et Fangio en Ferrari, ben, c'était un non-événement de les voir gagner. Finalement, il gagne Monza en 56, où là, il y a un geste également très chevaleresque, mais d'un des jeunes équipiers de Fangio, en l'occurrence Peter Collins, le Britannique, qui, à mi-course, s'arrête au stand pour un ravitaillement, constate que Fangio est au fond du garage parce que sa voiture a abandonné sur casse mécanique. Collins est en mesure de jouer la victoire, mais surtout de jouer le championnat du monde, de remporter le championnat du monde pour sa première année chez Ferrari, enfin, en tout cas, sa première année avec Fangio, mais il n'a que 26 ans, et Collins, de façon spontanée, eh bien, laisse sa voiture à Fangio, parce qu'à l'époque, ça se faisait, les courses faisaient 500 km, plus de 3 heures, et dit non, non, que le maestro prenne ma voiture, voilà, c'est lui qui doit gagner. Moi, j'ai encore tout l'avenir devant moi pour gagner. Malheureusement, le pauvre Collins se tue 2 ans plus tard au Nürburgring. À ce propos, Fangio raconte que effectivement, il s'entendait pas du tout avec les managers, avec Enzo, ça n'allait pas parce que lui c'était la star et que chez Ferrari c'est pas le pilote qui est la star, c'est la voiture. Par contre, il s'entendait très très bien avec ses 3 coéquipiers, Castellotti, Musso et Peter Collins. Et l'ironie de l'histoire, enfin la tristesse dans cette histoire, c'est qu'à l'époque on se tuait et qu'en déant les 2 ans, les 3 coéquipiers étaient morts. Et ça l'a fort marqué, évidemment. Alors c'est vrai qu'à la fin de sa carrière, inévitablement ça pèse. Hein. Il y avait eu Orest Narimon, un jeune Argentin qui s'était tué au Nürburgring aussi quelques années plus tôt. Et puis, après cette année Ferrari, il retourne chez Maserati, où là, il se retrouve plus en famille, plus dans un environnement qu'il aime bien. Alors Maserati, c'est quand même aussi les ennemis de Ferrari. Hein. On est à Modène. Hein.
c'est sous le même clocher hein, que ça se passe. Avec la magnifique 250F, Fangio remporte son dernier titre en 57. Alors on parle de Collins et Mike Hawthorne qui revient chez Ferrari en 57. Il y a ce fameux Grand Prix d'Allemagne 57. Hein, tout à fait légendaire. Sur le Grand Nürburgring, où voilà, les Ferrari étaient plus rapides. Fangio se rend compte que les pneus, alors ils étaient en Engelbert, en Pirelli, enfin bref, que les pneus ne tenaient pas la distance avec la Maserati. On est quand même sur la Nordschleife de Nürburgring, hein, les 22 km, et on est sur des grands prix qui duraient 500 km à l'époque, donc une rude après-midi. Fangio décide de s'arrêter à mi-course, de changer le pneu. Les deux Ferrari ont donc un boulevard d'avance, et je crois que Fangio bat 6 ou 7 fois d'affilée le record du temps. Eh ben voilà, là justement, j'ai fait des recherches, c'était incroyable. C'est-à-dire que il a cet arrêt inopiné, il est à 50 secondes de Collins et de Hawthorne qui se baladent devant avec les Ferrari, et il ne reste plus qu'une douzaine de tours, et les 3 premiers tours, il sort des stands, les 3 premiers tours, il ne reprend rien du tout aux Ferrari, ce qui fait que ça les endort encore plus. Et puis, il se met à battre le record du tour 10 fois d'affilée. C'est incroyable. Il passe donc, le record du tour passe de 9 minutes 37 à 9 minutes 17. Donc, il bat finalement le record du tour de 20 secondes pour rattraper les deux Ferrari. Et les passer dans le dernier tour. Dans les derniers tours. D'ailleurs, quand il a passé Hawthorne, c'était avec les 4 roues sur l'herbe parce que ça s'est passé un peu de manière virile. Et puis il les oublie et il gagne. Il a dit qu'il n'a jamais puisé aussi profondément et qu'il ne serait pas capable de rééditer cet exploit parce que c'était, il était allé au-delà de ses possibilités à lui et des possibilités de la machine. Bon, il a 46 ans, évidemment. Hein. Il est allé puiser, effectivement, au fond de lui-même pour cette victoire. Il était dans un état second, un état de grâce. Bernard Caillé, hein, que j'ai bien connu, m'a raconté, j'ai été dans la chambre de Fangio au Sport Hotel, hein, au Nürburgring ce soir-là, avant la remise des prix, parce que Fangio n'arrivait pas. Il est arrivé, Fangio était épuisé, il dormait. Enfin, Bernard, je suis au bout de moi-même. J'ai été vraiment au bout et plus jamais je pourrais faire ça. Et quelque part, je ne vais pas dire qu'il s'est écroulé, mais psychologiquement, ça l'a marqué et il n'a plus jamais conduit comme avant, je dirais. Après cette victoire incroyable, il s'accroche un peu. Bon, la Maserati vieillit. En 58, il termine sa carrière avec un ou deux derniers Grands Prix, mais où il n'est plus que l'ombre de lui-même, franchement. Hein, le fameux Grand Prix de France 58 à Reims, où hein, l'anecdote, c'est Hawthorne qui dit non, on ne prend pas un tour à Fangio, et donc ils vont le doubler et ils décident de prendre un tour. C'est l'année en 58, je crois, à Reims, où Musso se tue. Se tue, absolument. Et on a dit que c'était à cause de ça qu'il avait pris sa retraite, mais non, il avait déjà décidé depuis quelques mois de prendre sa retraite. Seulement, chez Maserati, on lui avait demandé de terminer encore. On avait besoin de lui, un d'honneur, le Grand Prix de France à Reims, il y avait des bonnes primes de départ. Maserati était en grosse difficulté à l'époque. Et voilà, donc il le fait, il joue le jeu, mais c'est en quelque sorte le Grand Prix de trop. 58, c'est une année aussi, bon, il a 47 ans, c'est vraiment la fin de sa carrière, mais alors il a fait d'autres choses, hein, Fangio, il a fait Le Mans, il a fait des courses... la Panaméricaine, hein, il avait commencé sa carrière avec les fameux Turismo de Carreteras sur la terre en Amérique du Sud. Mais il y a ce fameux Grand Prix de Cuba en voiture de sport hein, en février, où il est enlevé par les castristes, hein, les révolutionnaires de Fidel Castro, parce que le Grand Prix est évidemment organisé par le dictateur de l'époque à Cuba. Et l'anecdote, c'est que Fangio sympathise avec ses geôliers pendant les 2 ou 3 jours où il est otage. Évidemment, il parle espagnol, etc. Il sympathise avec eux et finalement, il le relâche le dimanche. Mais après la course quand même. Hein, parce que Fangio ne devait surtout pas gagner. Voilà, il ne fallait pas que Fangio court ou gagne. Et Fangio arrive à l'hôtel et puis à la remise des prix comme si de rien n'était, et en ne chargeant pas du tout les gens qui l'ont enlevé. Donc voilà encore une anecdote incroyable, d'une époque évidemment qu'on ne revivra plus. Mais Fangio a marqué vraiment son époque et il a
écrasé une concurrence qui était quand même pas négligeable. Il s'est bâti un palmarès que personne ne pourra jamais approcher, parce que c'est 24 victoires en 51 Grands Prix. Et je ne vous parle pas des courses hors championnat, parce qu'à l'époque, les courses hors championnat... On courait tous les week-ends. Voilà. Bah oui. Donc c'est quasiment 50% de réussite. Je pense que personne n'arrivera jamais à ça. Donc voilà, chapeau bas au maestro.